Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Livre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. On est aujourd'hui à Liège, à la Cité Miroir, au cœur de l'exposition Porte-Voix. Et tout autour de nous, on peut voir des témoignages de jeunes, et de moins jeunes aussi d'ailleurs, des témoignages et des exigences en vue des élections. Les territoires de la mémoire ont en effet récolté pendant plusieurs mois la parole de plus de 1300 personnes et les jeunes ont pris la balle au bond pour se faire entendre. Preuve, s'il en fallait encore une, que les jeunes ont des choses à dire, qu'ils s'engagent, qu'ils s'informent et qu'ils militent. Libre Ensemble, Vinciane Colson, Jacques Nizan. Alors Salomé Saké, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes journaliste à BLAS, un média en ligne français. Vous êtes aussi l'auteur du livre Sois jeune et tais-toi, réponse à ceux qui critiquent la jeunesse, publié chez Payot, un best-seller on peut dire, parce qu'il vient d'être réédité en poche. Alors vous êtes donc venu inaugurer ce festival Porte-Voix qui s'est ouvert ici à Liège, à la Cité Miroir et qui aura lieu jusqu'au 9 juin. Qu'est-ce que ça vous fait d'abord de vous retrouver dans une pièce comme ici où tout autour de vous il y a des témoignages et principalement des témoignages de jeunes qui s'expriment, qui disent aussi ce dont ils ont envie en vue de ces élections prochaines. Alors en Belgique il faut savoir qu'on vote non seulement pour les européennes le 9 juin mais aussi pour les régionales, pour les fédérales, pour les communales. On vote pour tout cette année. C'est particulièrement émouvant et moi ça me touche parce que c'était tout le sens de ma démarche dans ce livre, c'était de dire on ne donne pas assez la parole aux jeunes eux-mêmes. J'ai essayé d'expliquer d'un côté tout ce qui pouvait caractériser les jeunesses, ce qui pouvait donner une idée pour comprendre ce que sont les jeunes. Mais le deuxième pilier du livre, c'est des témoignages bruts. Et au fur et à mesure que je recueillais les témoignages, j'avais la sensation de ne pas pouvoir en recueillir assez. J'ai été très frustrée de devoir couper dans les témoignages pour des raisons de longueur. Et donc, on n'a jamais assez donné la parole aux jeunes. Ce livre, il donne la parole à une partie des jeunes, beaucoup de jeunes français. Je suis ravie de voir qu'en Belgique, ici, il y a des endroits où on peut recueillir la parole des jeunes et surtout où on peut écouter cette parole des jeunes, on peut les entendre, on peut les lire ici dans cette pièce et surtout, vous l'avez dit en introduction, les jeunes ne demandent que ça. Et quand on leur donne la possibilité de s'exprimer, ils l'apprennent et ils ont envie d'être écoutés. Donc je suis ravie de voir qu'il y a des endroits comme ça où les jeunes on va prendre leur parole, on va la donner à entendre. Oui. Alors c'est vrai que dans votre livre, en fait, c'est ce que vous faites aussi, c'est vraiment essayer de casser les stéréotypes sur la jeunesse. Et ces stéréotypes qui circulent dans un monde d'adultes, dans les médias. Et parmi ces stéréotypes, il y a effectivement le fait que le jeune ne s'informe pas, ne s'intéresse pas à ce qui se passe. Or, ce que vous montrez aussi dans votre livre et ce qu'on peut voir dans cette exposition, c'est qu'en fait, les jeunes sont très au courant de ce qui se passe autour d'eux. Là, j'ai vu un message d'une fille de 11 ans qui parle de ce qu'elle exige comme changement au niveau climatique. Elle est déjà très au courant à 11 ans. Donc, on est informé. Les jeunes sont informés aujourd'hui. Oui, je dirais même que les jeunes sont particulièrement informés. Alors, précaution importante, quand on dit les jeunes, on parle de tendance. Bien sûr, c'est pas tous les jeunes, on pourra toujours nous sortir un exemple d'un jeune qui n'est pas informé. C'est pas une communauté unique et voilà. Et ils peuvent être informés différemment aussi en fonction de leur territoire, de leur milieu social, de leur sensibilité. Donc il y a beaucoup de variabilité là-dedans. Mais quand même, globalement, on est sur une génération qui est beaucoup plus informée que ce qu'on pourrait penser. Et moi-même, quand j'ai réalisé l'enquête, j'avais 25-26 ans. Aujourd'hui, je vais sur mes 29 ans. Déjà, j'avais moi-même intégré des clichés sur le fait que les jeunes seraient pas tant informés que ça. Et j'ai été surprise pendant l'enquête, pendant les interviews, de constater que beaucoup de jeunes, y compris des jeunes de milieux très défavorisés, avaient une accroche avec l'actualité qui est parfois différente de celle qu'ont pu avoir nos parents ou nos grands-parents. Et en fait, la rupture, elle se situe là, dans les moyens d'information, parfois même sur les thématiques, mais il y a une curiosité intellectuelle très très forte chez beaucoup de jeunes, notamment via les réseaux sociaux. Et encore une fois, on peut en faire une critique et on doit en faire une critique des réseaux sociaux. Je ne dis pas que c'est le médium parfait, mais par contre, il y a énormément de jeunes qui ont été en contact. Moi, au moment où j'ai réalisé l'enquête, c'était le moment de la guerre en Ukraine. L'extrême majorité des jeunes savaient ce qui se passait en Ukraine. Ça les inquiétait, ça les touchait. Ils avaient de la compassion pour ce que vivaient les Ukrainiens. Aujourd'hui, je pense qu'on pourrait vraiment parler de ce qui se passe à Gaza. Énormément de jeunes sont informés sur ces questions-là. Ils sont sensibles. Encore une fois, ça les touche directement. Ils sont impliqués avec ce qui se passe à l'international, mais aussi dans leur propre pays.
Alors, ils sont pas, ça ne veut pas dire que ce sont tous de fins analystes géopolitiques, mais est-ce que tous les adultes le sont? Enfin, les jeunes, je dis les jeunes sont déjà de jeunes adultes, hein, ceux dont je parle, mais est-ce que tous les soixantenaires sont de fins analystes? Je ne crois pas non plus. Donc, moi, ce que j'ai voulu montrer, c'est qu'il y avait un intérêt et une sensibilité, et que parfois, par aussi le biais des réseaux sociaux, on peut trouver une expertise très inattendue sur certains sujets de certains jeunes qui a pu s'établir via, par exemple, les jeux vidéo. Parce que quand on joue aux jeux vidéo, pour certains d'entre eux, eh bien, on joue avec des personnes qui sont à Hong Kong, qui sont à l'autre bout du monde. Et donc, quand il se passe quelque chose là-bas, eh bien, ça nous touche aussi. Donc, encore une fois, ça ne veut pas dire, c'est pas tous les jeunes qui jouent aux jeux vidéo, c'est pas un cas, mais j'ai quelques cas comme ça dans mon enquête où c'est très étonnant de voir, par exemple, j'ai un jeune qui a été fasciné par ce qui se passait au Sri Lanka. Et ça peut pas, et c'est pas du tout un étudiant en géopolitique ou qui est spécialiste de ça et qui va tomber sur une vidéo d'un soulèvement contre le pouvoir là-bas et qui va se mettre à s'intéresser à ça et qui est capable de m'expliquer en détail quand même avec une relative précision ce qui s'est passé. Donc encore une fois, souvent, si on veut comprendre quel est le degré d'information des jeunes, et je pense qu'il faut leur demander et non pas leur poser la question de qui était mon point de départ, c'était explique-moi la situation en Ukraine. Est-ce que tu t'y connais en géopolitique? La plupart des jeunes me disaient que non et qu'ils n'étaient pas capables de le faire. Et pourtant, quand je leur posais des questions... C'est quand vous creusez, en fait. C'est ça. Qu'est-ce qui te touche? Quel est le dernier fait d'actualité dont tu pourrais me parler? Et que je ne les posais pas en position d'interrogatoire où ils allaient être jugés, eh bien, beaucoup pouvaient s'exprimer là-dessus. Et ils avaient une idée quand même assez globale de ce qui se passait. Donc souvent, ce que la plupart des jeunes vont craindre, c'est ce jugement, c'est le fait de se tromper potentiellement. Mais quand ils sont en face d'un interlocuteur qui n'est pas là pour les juger ou les corriger de manière jugeante, voire condescendante, ben en fait, on se rend compte qu'ils savent beaucoup de choses, que ça les intéresse et que pour beaucoup des faits d'actualité, eh bien, ça les inquiète. Alors vous avez parlé de condescendance. Comment on peut expliquer encore aujourd'hui que le monde des adultes soit aussi condescendant envers cette jeunesse? Alors on le sait, hein, c'est quelque chose qui a existé de tout temps, mais on voit que ça se renforce encore aujourd'hui. D'où vient cette condescendance? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à avoir une relation peut-être un peu plus horizontale entre les générations? Alors, au même titre que je ne veux pas qu'on mette tous les jeunes dans le même panier, je ne veux pas qu'on mette tous les plus âgés dans le même panier. Ouais, l'idée, c'est pas de faire une guerre entre les jeunes et les vieux. En fait, c'est un livre qui a pour objectif, et une enquête qui a pour objectif de dresser un état des lieux des incompréhensions générationnelles qui sont réelles et qu'il faut dénoncer, mais qui ne veut pas, surtout pas, alimenter une guerre générationnelle qui n'existe pas d'ailleurs pour moi, ou un conflit de génération, mais plutôt essayer de rapprocher les générations. Et ce qui les éloigne, souvent, c'est de la pure incompréhension, à mes yeux. C'est que des personnes des générations précédentes trouvent que les jeunes ne font pas comme eux, et ça c'est pour le coup l'apanage de toutes les générations depuis la nuit des temps, ou en tout cas le plus loin qu'on remonte c'est sur les tablettes babyloniennes où on trouve déjà des critiques des jeunes, on retourne dans l'Antiquité, dans des écrits de Socrate, on trouve des critiques des jeunes qui sont d'ailleurs très similaires à celles qu'on peut retrouver aujourd'hui, à savoir que les jeunes seraient paresseux, qui seraient impertinents, qui sèmeraient le désordre. Donc c'est exactement la même chose qu'on reproche aux jeunes ou qui seraient incultes. Et aujourd'hui, notre époque n'échappe pas à ça. Donc il y a effectivement une partie des plus âgés qui vont avoir un regard très dur sur les nouvelles générations. Et ce que j'ai voulu montrer, c'est qu'il est temps de dépasser ce clivage-là, parce qu'aujourd'hui, on est dans un moment clé de l'histoire, notamment du point de vue écologique, et on a un besoin vital d'avoir une union des générations. Et ensuite, je pense qu'une autre chose qui vient alimenter les fractures, il y a toujours eu, encore une fois, des fractures entre générations, c'est absolument pas nouveau, mais aujourd'hui, il y a la fracture numérique. Attention, les plus âgés utilisent le numérique, mais par contre, les usages ne sont pas les mêmes. Et souvent, quelque chose qui est beaucoup revenu, moi quand j'allais interroger des parents, des grands-parents, c'est mais qu'est-ce qu'ils font sur leur téléphone toute la journée, à regarder TikTok? Ils ne comprennent pas les pratiques, ils ne comprennent pas les consommations. Et je pense que là, on a vraiment besoin de communiquer et on a vraiment besoin de s'intéresser avec bienveillance à ce que font les jeunes. Et ce qui est intéressant à souligner, c'est que souvent, et le numérique, à un moment, il y a tout un chapitre dessus, parce que je ne peux pas faire l'impasse là-dessus, notamment sur les réseaux sociaux qui prennent une grande place dans leur vie, pour beaucoup d'entre eux. Ils ont conscience des limites de leurs usages. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas une certaine addiction, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gros problèmes avec l'usage des réseaux sociaux, mais ils savent. Mais ce qu'ils ne supportent pas, c'est
ce parent, ce grand-parent ou ces personnes de l'entourage qui vont arriver avec un certain dédain, impliquant que ce qu'ils font n'est pas vraiment à la hauteur, culturellement, intellectuellement, alors que pour eux, c'est un divertissement comme un autre et ça mérite d'être pris au sérieux. Donc en fait, encore une fois, c'est un livre où j'espère, qui, je l'espère, va susciter plus de compréhension de la part des plus âgés. Ça ne veut pas dire qu'on adhère. Mais en tout cas, mieux se comprendre. D'expliquer, en tout cas. Mais alors, évidemment, le livre permet ça. Mais est-ce que... comment aussi restaurer aussi des espaces de dialogue parce que, voilà, pour mieux se comprendre, il faut dialoguer. Où est-ce qu'on dialogue aujourd'hui entre générations ? C'est pas forcément rendu simple, en tout cas dans les médias, où moi, pendant la promotion du livre, on a beaucoup voulu me faire dire que c'était un hockey boomer, que c'était quelque chose d'agressif, alors que je le dis tout le livre, ce n'est surtout pas un message agressif vis-à-vis des générations précédentes, c'est un état des lieux de ce que vivent les jeunes, qui permet d'avoir plus d'empathie à leur égard, plus de compassion, et qui appelle à l'aide. Et à la fin d'ailleurs du livre, je dis, on a besoin qu'aujourd'hui, les jeunes soient épaulés par les plus âgés du point de vue économique, du point de vue écologique, parce que c'est vraiment, encore une fois, un des très gros enjeux, mais aussi du point de vue politique, et tout ça va de pair. Et on ne peut pas juste laisser la responsabilité de changer le monde aux plus jeunes, parce qu'aujourd'hui, ça les terrifie. Et beaucoup d'entre eux ont l'impression que les personnes qui sont censées assurer leur avenir ne l'assurent pas du tout. Et ça les rend, ça crée beaucoup de problématiques, notamment de santé mentale, dont on va peut-être parler un peu plus tard. Tout à fait. Et avant de parler de santé mentale, j'ai juste envie de rebondir sur ce que vous dites, parce que on voit ici, par exemple, cette exposition. En fait, en fonction des témoignages les territoires de la mémoire ont reçus, de jeunes et de moins jeunes aussi, il y a 4 grandes thématiques qui sont développées. Donc, il y a l'égalité entre tous les êtres humains, il y a le fait qu'il y ait une demande d'un système éducatif de qualité et un soutien actif à la jeunesse, une demande d'une réelle justice sociale et des mesures concrètes pour la planète. Et ça, on le voit aussi bien chez les jeunes que chez les moins jeunes. Donc on voit qu'en fait, il y a des points communs et que la manière de l'exprimer est peut-être différente, mais il y a vraiment une volonté commune d'aller quand même vers un monde meilleur, pour leur faire un peu cliché, mais c'est ça. Oui, là où il y a peut-être des accords, c'est sur les moyens. Mais encore une fois, par exemple, sur la question de l'égalité sociale, il faut vraiment prendre conscience du fait que dans nos sociétés occidentales aujourd'hui, les jeunes sont structurellement défavorisés par rapport à nos parents ou nos grands-parents. La manière, en tout cas en France, c'est très frappant, la manière dont a été conçu et organisé notre système économique, ça défavorise les plus jeunes, ça rend leur accès au diplôme et surtout à l'insertion sur le marché professionnel et encore pire à un certain capital, beaucoup plus difficile que ça n'a pu l'être pour nos parents ou pour nos grands-parents à cause des changements économiques. Je ne vais pas tout détailler ici, mais en France, c'est sur tout le système fiscal, par exemple, la manière dont on accède à l'héritage fait qu'on a une minorité de jeunes qui sont favorisés parce qu'ils ont la famille qui va leur permettre d'accéder à un certain confort. Et pour le reste, eh bien, les jeunes, ce sont les premiers précaires. Ce sont les premiers exposés à la précarité alimentaire, à la précarité du logement. Ce sont des phénomènes qui grandissent. Ce sont les premiers à occuper aussi des emplois précaires. En France, c'est une explosion des emplois. En France, c'est une explosion de ces statuts qui sont en gros pas des contrats à durée indéterminée, qui font que les jeunes ont moins de protection sociale que les autres, et surtout que c'est quelque chose qui s'installe dans le temps. C'est pas un passage obligé que beaucoup de gens ont eu, où on fait un stage, bon c'est normal, on n'est pas très bien payé, et ensuite, bien sûr, on va accéder à un emploi stable et à une certaine sécurité économique. C'est vraiment quelque chose qui est subi, qui est de plus en plus long, qui est de plus en plus difficile, et donc les jeunes d'aujourd'hui, d'une certaine manière, sont plus précaires que les jeunes d'il y a plusieurs décennies par rapport au reste de la société. Et ça, il faut vraiment bien l'avoir en tête quand on dit à un jeune « quand tu veux, tu peux » ou « moi, à ton âge, je travaillais ». Et je sais que les personnes qui le disent souvent sont très sincères et ne pensent pas à mal, mais quand les jeunes, pour beaucoup d'entre eux, sont confrontés à la violence du marché économique, c'est très dur à entendre. Et c'est très dur d'avoir parfois des membres de l'entourage qui ont l'impression qu'on n'en fait pas assez, ou qu'on ne veut pas travailler. Oui, qu'on ne veut pas travailler. Alors que c'est vraiment un cliché et que je démonte dans le livre, ça ne se retrouve absolument pas dans les chiffres. Il n'y a pas du tout des taux de chômage plus importants. On n'a pas des jeunes qui ne voudraient pas travailler. On a parfois des jeunes qui mettent la valeur, qui mettent le travail, qui donnent une place différente au travail dans leur vie.
qui exigent par exemple d'avoir une vie personnelle à côté. Ce qui peut être différent, mais ça ne veut surtout pas dire qu'ils ne veulent pas travailler. Au contraire, ils ont envie de s'accomplir, ils ont envie d'être utiles. Il y a une grande volonté de pouvoir faire société, encore une fois, à rebours de tous les clichés. Donc je pense qu'à la fin, on veut tous la même chose, mais pour pouvoir accéder à cette égalité sociale, à cette volonté de justice sociale, à cette société qui serait plus apaisée, on a besoin de faire un constat. Et aujourd'hui, le constat en ce qui concerne la situation des jeunes est souvent mal établi. Et donc, tout l'objectif de mon enquête, de mon intervention aujourd'hui, c'est d'essayer d'amener un peu de compréhension, de compassion envers cette jeunesse qui est vraiment particulièrement malmenée. Qui est malmenée et qui va mal. Hein. Les chiffres. Qui va très très mal. Alors, je ne sais pas très bien quels chiffres donner parce qu'il y en a plein et ça donne un peu le tournis. Hein. Je vais peut-être juste en citer deux ici de Belgique. Alors, seulement 31% des garçons et 15% des filles de 17-18 ans se considèrent comme étant en excellente santé mentale. Donc, c'est très peu. On a un jeune sur 4 qui se dit en dépression. On parlait des jeunes qui sont précarisés, qui vivent dans des situations plus précaires que leurs aînés. On sait aujourd'hui que les jeunes précarisés ont plus tendance à tomber en dépression. Donc, tous ces chiffres, aujourd'hui, ça nous montre qu'il y a un vrai état d'urgence sur la santé mentale. Complètement. C'est un problème de santé publique majeur en Europe qu'on ne prend pas du tout avec le sérieux que ça mériterait. Et pour moi, ça témoigne vraiment de cette attitude qu'on a dans nos sociétés vis-à-vis des jeunes qui consiste à penser que comme on est jeune, ça va aller et on va s'en remettre. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des jeunes qui ne s'en remettent pas et qu'il y a des jeunes qui vont de plus en plus mal. Il y a eu un point de bascule avec le Covid, mais ça avait déjà commencé avant. Et plus les jeunes sont malmenés, plus les jeunes sont précarisés, plus les paramètres socio-économiques se dégradent, plus la situation politique, géopolitique se dégrade, plus on a une dégradation de la santé mentale des jeunes qui peut, là encore, durer dans le temps et qui est alarmante. Les chiffres que vous venez de me donner, on a des chiffres extrêmement similaires en France. C'est-à-dire qu'on a des jeunes qui sont en train de décrocher en termes de santé mentale, qui ont des problèmes d'anxiété, de dépression et dans beaucoup de cas en France de suicide. C'est-à-dire qu'on a eu les pensées suicidaires, les idées suicidaires en France ont doublé chez les jeunes depuis 2014. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui doit nous alarmer. Et c'est pas que des pensées, ça se traduit aussi dans les actes. On a une augmentation des tentatives de suicide chez les jeunes en France. L'année dernière, c'est une augmentation de 60%. Donc encore une fois, le discours que je trouve très dangereux et qui est de plus en plus répandu, je trouve, c'est le discours qui consisterait à dire que les jeunes sont plus sensibles, un peu victimaires, et que nous, à l'époque, c'était à la dure, et que maintenant, ils se plaignent tout le temps. Et ça, c'est quelque chose quand même qu'on entend chez une partie des plus âgés, et c'est dramatique en fait pour les jeunes en question, parce que si on ne les prend pas au sérieux, ça peut mener au pire. Et on a besoin d'avoir un sursaut sur cette question de la dégradation de la santé mentale. Vraiment, ça mérite la plus grande considération. Et ce que j'ai voulu montrer dans le livre, c'est que finalement, c'est légitime d'aller mal dans un monde qui va aussi mal et qui les traite aussi mal. Et vous avez eu raison de le préciser, il y a une corrélation extrêmement claire entre précarité et dégradation de la santé mentale. C'est les chiffres de l'OCDE qui nous disent qu'un jeune qui est précarisé a 70% de plus de chances d'avoir des troubles de la santé mentale. Donc en fait, évidemment, quand on ne sait pas comment on va payer son loyer, quand on ne peut pas se nourrir correctement, quand chaque jour on a un stress de savoir comment on va arriver à subvenir à nos besoins les plus élémentaires, évidemment que ça crée de la détresse. Et ensuite, il y a bien sûr les difficultés à se projeter dans l'avenir quand on est en situation de précarité, ce qui encore une fois touche plus les jeunes que tout le reste de la population. C'est comment envisager des études, un parcours, quand on n'arrive déjà pas à subvenir à ses propres besoins. Et je terminerai sur les inégalités sociales, qui fait que les jeunes qui sont les plus précarisés sont ceux qui vont se lancer dans des études les moins longues, qui vont être le moins à même de réaliser leurs rêves, tout simplement, de s'orienter vers des filières qui leur correspondent, qui leur plaisent, et qui vont privilégier des emplois qui leur permettent de survivre, tout simplement. Donc toute cette précarité, toutes ces inégalités économiques, ça crée une détresse qui peut parfois mener au pire. Et je suis très étonnée de voir qu'en France, en tout cas, on n'a pas du tout pris la mesure du problème et on ne propose pas des solutions adaptées qui seraient bien sûr structurelles, économiques, mais aussi des solutions en termes de soutien médical. Oui, médical. Tout simplement par des professionnels pour ces jeunes qui vont aussi mal, où on a un accès complètement insuffisant à la psychiatrie, à la psychologie. Les jeunes qui en ont besoin ne peuvent pas être pris en charge de manière urgente. Il y a encore des frais pour beaucoup de types de traitements.
alors qu'il y a une demande. En France, en 2022, il y a eu une augmentation de 60% des demandes de consultation en psychologie et en psychiatrie chez les jeunes. Donc encore une fois, il y a un appel à l'aide en fait. Et face à ça, les réponses seront bien évidemment politiques, collectives, mais aussi individuelles. Si on a quelqu'un qui a un jeune âge autour de nous qui a l'air de ne pas aller bien, il ne faut surtout pas le juger ou lui dire que sa douleur n'est pas légitime, mais essayer de l'aider, de comprendre, de l'écouter, de faire cet effort-là, parce que sinon, encore une fois, on court un risque. Mais moi, j'interroge peut-être même plus largement ce que ça dit de notre société d'avoir des jeunes qui vont aussi mal et qu'on a aussi peu écouté pendant autant de temps. Il serait vraiment temps de se réveiller, de se dire mais comment on s'est organisé pour avoir des jeunes qui sont à ce point désespérés. Et je vous le disais, maintenant je suis en train de parler de plus en plus de santé mentale. Moi, le point de départ de mon livre, c'était pas la santé mentale. C'était de me dire qui sont les jeunes, on va essayer de démonter un peu ces clichés sur eux. Et la première question que j'ai posée dans des entretiens très ouverts à des jeunes de milieux sociaux très différents, c'était « Qu'est-ce qui vous fait rêver ?» Et j'ai changé l'intitulé de la question au cours de l'enquête pour « Est-ce que vous rêvez ?» Parce que j'ai constaté qu'il y avait des difficultés majeures chez beaucoup de jeunes à se projeter dans l'avenir. Mais alors non seulement dans l'avenir lointain, mais même dans un avenir proche, parce qu'ils sont au jour le jour, pour beaucoup d'entre eux, en survie. Et donc ce pessimisme générationnel-là, encore une fois, pour moi, mérite la plus grande attention. Alors vous dites effectivement, on mérite la plus grande attention à plusieurs niveaux. Est-ce que ça peut passer aussi par l'école? Parce qu'on sait que l'école a été défaillante. En tout cas, il y a eu... l'école n'a peut-être pas pris non plus la mesure et l'ampleur du problème, notamment pendant la crise du Covid. Mais toujours aujourd'hui, l'école patine un peu. On voit en Belgique, en tout cas, on a une explosion du décrochage scolaire. On a des jeunes qui sont en perte de sens et qui, du coup, ne comprennent plus bien le sens de l'école et donc ne vont plus à l'école. Et évidemment, ça participe à ce mal-être aussi des jeunes. Complètement. L'école joue de toute manière et a joué depuis sa création un rôle énorme. Alors, je peux moins bien m'exprimer sur les questions belges parce que c'est celle que je connais le moins, mais je sais que c'est des phénomènes quand même qu'on peut retrouver dans plusieurs pays européens. Mais en France, il y a vraiment la question de l'investissement dans l'éducation nationale, parce que si cette école va aussi mal, c'est quand même avant tout faute d'investissement, d'organisation, de moyens donnés aux professionnels de l'éducation. Et c'était intéressant parce que ceux qui véhiculaient le moins de clichés sur les jeunes, dans les personnes les plus âgées, c'était les professionnels de la jeunesse. C'est ceux qui travaillent avec les jeunes, c'est ceux qui les connaissent, c'est ceux qui les ont en cours. Et les professeurs, par exemple, étaient beaucoup moins à même de divulguer des clichés infondés sur les jeunes parce qu'ils les ont avec eux au quotidien. Donc ils les connaissent. D'ailleurs, j'ai retrouvé parce que moi je parle beaucoup d'enseignement supérieur, dans les professeurs à la fac, beaucoup d'empathie envers les jeunes parce qu'ils voient bien les difficultés auxquelles ils font face. Moi, je pense qu'il faut évidemment donner les moyens aux professeurs d'assurer tout simplement, et pas que les professeurs, l'ensemble du système éducatif, de donner des outils aux jeunes. Après, l'école ne peut pas tout non plus. C'est-à-dire que même si on a une école très très accueillante, performante, soutenante, si à côté de ça, le marché du travail est organisé pour donner aux jeunes que des emplois qui sont précaires, qui sont instables, qui sont ingrats aussi, où dans les entreprises parfois on va peu leur confier de responsabilités, on va peu leur faire confiance, ça ne va pas non plus résoudre tous les problèmes. Et ensuite, je le disais, il y a vraiment cette question de l'écologie. Alors attention, tous les jeunes ne sont pas des militants écolos, loin de là. Je dirais même que la majorité des jeunes aujourd'hui ne sont pas des militants écolos. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas avoir des comportements ultra responsables tous au quotidien. Alors on a une partie qui est très engagée, mais la majeure partie ne l'est pas. Par contre, la majeure partie d'entre eux est inquiète pour les conséquences du réchauffement climatique et pour la crise écologique de manière générale. C'est-à-dire qu'ils se sentent, pour beaucoup d'entre eux, un peu démunis face à ça. Ils ne veulent pas forcément renoncer à ce qu'ils font au quotidien parce que aussi, pourquoi renonceraient-ils alors que le reste de la société ne le fait pas? Ce qui est une vraie question. Mais ils aimeraient qu'il y ait quand même une réponse politique à ça, parce que c'est quand même leur avenir qui est en jeu. Un chiffre qui concerne les jeunes européens, un jeune qui est né en 2020 va subir 7 fois plus de vagues de chaleur au cours de sa vie qu'une personne qui est née en 1960. Donc les jeunes sont en première ligne face aux conséquences du réchauffement climatique.
je sais que vous en avez eu ici déjà en Belgique, il y a eu des inondations, il y a eu des phénomènes climatiques extrêmes, vous n'êtes pas épargnés non plus par les canicules, on sait les conséquences que ça va avoir sur tous les aspects de notre vie, sur notre capacité à nous nourrir, l'accès à l'eau, l'accès à la sécurité, au logement, au transport, tout va être touché et les jeunes seront plus touchés mathématiquement que les autres puisqu'ils vont être là plus longtemps. Et ça, c'est un facteur d'anxiété, d'ailleurs d'éco-anxiété, qui touche un jeune sur 2 à travers le monde, selon une étude de The Lancet qui avait été menée il y a 3 ans et qui est la première grande étude qu'on a sur le sujet. Les jeunes sont conscients en fait de ça. Et ça ne veut pas dire qu'ils vont tout mettre en œuvre au quotidien. Et souvent, il va y avoir une attitude qui consiste à dire, quand un jeune exprime son inquiétude à ce sujet, oui, mais toi, tu manges de la viande, ou toi, tu as un iPhone. Mais ça ne résout pas le problème, en fait, de dire ça à un jeune. Je pense que beaucoup d'entre eux aimeraient tout simplement une coordination collective. Et pas que les jeunes, d'ailleurs. Je pense même beaucoup de gens à travers les populations qui permettent d'envisager un avenir serein. Mais la crise climatique, pour moi, c'est vraiment le symbole de cette inquiétude générationnelle. C'est que comment on arrive à se projeter dans un avenir qui nous est dépeint comme étant si sombre et face auquel on a si peu de réponses politiques. Alors j'ai juste une dernière question, Salomé Saké, pour revenir au lieu où on est, donc cette exposition Porte-Voix, où on retrouve donc ces témoignages de jeunes et ces exigences en vue des élections. Souvent on dit aux jeunes, quand ils se plaignent de quelque chose, mais tu n'as qu'à aller voter, va voter. Hein, on peut les encourager effectivement à aller voter, mais est-ce que ça suffit? Est-ce que de toute façon il va falloir une union, comme vous le disiez, générationnelle, intergénérationnelle, parce que les jeunes seuls ne vont pas pouvoir tout changer. Complètement. On oublie qu'il y a eu une bascule démographique en Europe du Nord depuis la Seconde Guerre mondiale. Dans les années de nos parents, grands-parents, il y a eu, après la Seconde Guerre mondiale, ce fameux baby-boom. Et à un moment, les jeunes étaient quand même beaucoup plus nombreux. Aujourd'hui, les jeunes, donc dans mon livre, les 18-29 ans, ceux qui sont en âge de voter, sont une minorité démographique. C'est-à-dire qu'en France, en tout cas, on a 2 fois plus de personnes dans la population qui ont plus de 60 ans que de 18-29 ans. Donc quand bien même les jeunes se mobiliseraient tous pour aller voter pour des partis qui défendraient leurs intérêts, eh bien, ils ne pourraient pas contrebalancer le vote des plus âgés, sachant qu'il y a une fracture très très claire sur le vote. Il y a des tendances en fonction des âges. On ne vote pas de la même manière selon qu'on a 60 ans, 70 ans ou que l'on a 20 ans. Encore une fois, ça ne veut pas dire que le vote des jeunes est uniforme. En France, on a un vote écologique très radical et en même temps un vote d'extrême droite très important. On a les extrêmes qui sont très représentés. Et une abstention très forte. Mais ce qui est intéressant, c'est que le vote globalement des jeunes est un vote de contestation. Soit ils s'abstiennent, soit ils vont vers une gauche très radicale, soit ils vont vers un vote d'extrême droite. C'est quand même le point commun de toutes ces approches de scrutin, c'est de dire on n'en veut plus de ce système-là qui nous traite de cette manière et qui nous propose cet avenir-là. Donc il ne faut pas oublier déjà qu'encore une fois, il y a plusieurs jeunesses, que la jeunesse c'est aussi un moment où on se construit et que ce système politique-là ne les fait plus rêver. Et on peut comprendre pourquoi. Moi, je ne dis pas du tout qu'il ne faut pas voter, surtout pas. Mais j'ai essayé de comprendre ceux qui ne voulaient plus voter, ou ceux qui allaient voter qu'à un seul scrutin. Et encore une fois, je terminerai sur le vote en rappelant qu'être citoyen, ce n'est pas que voter. Et qu'il y a plein de manières de participer démocratiquement qui ne relèvent pas du vote, même si bien sûr c'est un des moyens. Donc il y a énormément de jeunes qui vont manifester, qui vont boycotter, qui vont intégrer des associations. En France, on a plus de jeunes qui ont intégré des associations à but altruiste que de retraités. Et c'est nouveau, c'est un nouveau phénomène. Donc on a une partie de la jeunesse qui est engagée, une partie parce que à aucun moment, à aucune époque, on a eu l'intégralité de la jeunesse uniformément engagée. En mai 68, par exemple, en France, c'était une partie de la jeunesse. Et bien là, on a une partie de la jeunesse qui est engagée, et pas moins engagée qu'avant, elle est voire même plus à certains endroits. Et eh bien, ça passe par d'autres moyens que le vote pour une partie d'entre elles. Et là encore, il convient de les comprendre, d'essayer de les approcher plus globalement. Ça peut être par les réseaux sociaux aussi. Encore une fois, on ne le considère pas comme un engagement, mais en fait, partager des choses, des moyens d'information sur les réseaux sociaux, c'est aussi une forme d'engagement. Et il y a des rassemblements aussi de jeunes, il y a des moyens par la consommation, il y a beaucoup de choses qui se passent. Encore une fois, il suffit d'en discuter. Moi, ma conviction, c'est que la parole des jeunes ne vaut pas moins que celle des plus âgés parce qu'ils ont moins d'expérience.
Et à contrario, évidemment que la parole des jeunes ne vaut pas tout. Et moi, je ne souhaite pas du tout une société où les jeunes dirigeraient tout. En fait, on a besoin, évidemment, de l'expérience des plus âgés. Je pense que c'est une question de dialogue et que l'un ne doit pas dévaloriser l'autre. Et aujourd'hui, malheureusement, les choix politiques qu'on fait, en tout cas vraiment en France, c'est très très clair. Et je propose une analyse politique précise. Les choix se font clairement par et pour une certaine classe d'âge et une certaine classe sociale aussi. Et on a besoin de gouverner aussi pour les intérêts de l'ensemble de la société et de prendre enfin en compte ce que demandent désespérément beaucoup de jeunes. On va espérer ça. Et en tout cas, on encourage nos téléspectateurs à lire votre livre, donc Sois jeune et tais-toi, Salomé Saké. On les encourage à lire parce qu'on comprend effectivement beaucoup mieux aussi cette jeunesse quand on lit votre livre, parce qu'il y a plein de données, il y a plein de témoignages très riches. Merci beaucoup, Salomé Saké. Merci à vous de nous avoir suivis. Et pour terminer l'émission, j'ai juste envie de terminer sur les mots de Clément, qui s'exprime ici dans cette exposition Porte-Voix et qui dit « J'exige que mes paroles ne restent pas vaines ». On l'espère également. Merci et à très bientôt.